Et donc, à la demande de l'ARS, en lien avec l'URPS Médecins Libéraux, on a le plaisir d'accueillir l'équipe, et en particulier Madame Rouge-Gray, qui va nous parler du psychotrauma. Ce sont des sessions qu'on a déjà faites avec le docteur De Croo, je crois, et on va essayer de se tenir à votre disposition pour répondre à vos questions après le topo de Mme Rouge-Gray et l'intervention d'abord de l'ARS, à qui je passe la parole. Bonsoir, merci docteur. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Julien Denis, directeur départemental ARS. Avant de laisser la parole à Tiffaine L'Oreille et au docteur Rouge-Gray, que je remercie par avance pour la présentation. Déjà, vous remercier pour votre présence, remercier l'URPS pour l'organisation de ce webinaire et peut-être remettre quelques mots un peu de contexte aussi et du contexte qui nous réunit ce soir. Alors, tout d'abord, voilà, un contexte qui dure depuis maintenant de nombreuses semaines et un premier épisode d'inondation qui a été assez important et qui a durement frappé le Pas-de-Calais début du mois de novembre. Donc on parlait d'un peu moins de 300 communes, de près de 300 000 habitants impactés de près ou de loin. On parlait aussi donc de 4 arrondissements touchés et lors des comptes, lors des différentes visites ministérielles, on était au niveau de 6 000 habitations touchées, ce qui n'est absolument pas anodin. Et lorsqu'on parle de 300 000 habitants et 6 000 foyers touchés, c'est quand même important. Un département aussi qui avait un contexte lourd puisqu'on sortait aussi d'une phase et d'un événement assez dramatique avec l'attentat d'Arras qui avait aussi fortement mobilisé la CUMP. Et on s'est aperçu que suite à cette période d'inondation, et je dis bien période puisqu'elle a duré pas loin d'une dizaine de jours sur certaines zones, on avait justement un besoin aussi de prise en charge psy. Nous, au niveau de l'ARS, donc on avait plusieurs niveaux d'action tout au long de cet épisode. Donc il y avait la gestion de l'eau, le suivi des établissements impactés, puisque certains établissements, notamment sur le littoral montreuillois en particulier, ont été fortement impactés. Je pense à l'IDAC de Camiers. On avait aussi la mise à l'abri des personnes vulnérables. Donc, on a hébergé 116 personnes au sein d'EHPAD du territoire, y compris même du Nord, lors du mois de novembre. Et il y avait la question de la prise en charge psy. La question qu'on s'est tout de suite posée avec Laure Rouge-Gray, François Ducrot, c'était aussi voilà, notre capacité à répondre avec, je le répète, quand même près de 300 communes impactées et donc des moyens humains aussi qui étaient limités, qui ne pouvaient pas faire face aux besoins et aussi des questions qui étaient plutôt de l'ordre aussi assurantiel, juridique, questions financières. C'est aussi beaucoup basé sur le rétexte le retour d'expérience, de la tornade de Bihucourt de fin 2022. Donc on a, en lien avec le corps préfectoral, mis en place une ligne gérée au niveau national par France Victimes, donc un numéro qui était joignable 7 jours sur 7 et qui, depuis le 21 novembre, a permis d'orienter, de prendre en charge entre 130 et 140 appels, dont 19 situations qui ont nécessité la mise en relation avec un psychologue du réseau France Victimes. Et suite à ce premier épisode, il y a eu le second épisode du mois de janvier, qui alors était moins intense en termes géographiques, mais a été plus intense dans des zones très localisées, Arques, Blandec, la Caloterie par exemple, pour ne citer que ces 3 communes, et qui a amené du sinistre chez des personnes déjà sinistrées, et qui nous a amené justement notamment à réagir encore plus. Je vais laisser peut-être Tiffaine expliquer un peu l'intérêt du webinaire avant de passer la parole à Laure. Je ne sais pas si Tiffaine est connectée. Bon. Donc, Tiffaine n'est plus là, donc je vais enchaîner. Non, donc l'idée aussi, c'était de se dire, voilà, on a, nous, des échos de terrain. Certains professionnels nous ont interpellés. Là, voilà, Tiffaine, elle est revenue. Tiffaine, je te laisse la main. Vas-y. Je pense qu'il y a une petite coquille informatique. Bonsoir, excusez-moi. Tiffaine L'Oreille, directrice adjointe de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale. Merci à tous d'être présents. Tout à fait, le webinaire de ce soir s'articule exactement avec les dispositifs mis en place depuis le mois de novembre et qui ont été rappelés par Julien Denis.
venir vers vous, professionnels de santé libéraux, c'est une démarche qui nous paraît primordiale. À l'ARS, on a été alerté à de nombreuses reprises par des professionnels de santé du territoire, par des élus, par le corps préfectoral sur le besoin de guidance. L'aide au repérage et à la guidance de patients qui pourraient nécessiter une prise en charge psychologique. Donc voilà, à la demande aussi du docteur Rouge-Gray et avec l'appui de l'URPS que je remercie à mon tour, il nous a paru intéressant de proposer cet espace d'échange sous forme de ce webinaire. Et je passe la parole à mon tour au docteur Rouge-Gray. Merci beaucoup, docteur. Bon, merci à vous de cette organisation. Moi, je suis donc Laure Rouge-Gray, je suis médecin psychiatre de la cellule d'urgence médico-psychologique du Pas-de-Calais et donc je travaille au SAMU 62 sur la consultation psychotrauma, en plus de la CUMP, et je travaille également au 3114, au numéro national prévention suicide. Donc là, l'idée, c'était de vous parler un peu du psychotrauma, les manifestations, les choses à repérer. On va parler un petit peu d'outils d'évaluation et en gros, surtout, vous donner des ressources et des éléments de lecture. Et on parlera aussi un petit peu de suicide et du 3114. Bon, l'idée que dans les catastrophes naturelles, surtout quand l'événement dure longtemps, c'est qu'on sait qu'il y a un impact sur le plan psychique qui va pas toucher tout le monde de la même façon, mais on sait surtout que les manifestations de cet impact peuvent arriver dans une temporalité un petit peu décalée. Grosso modo, là, la majorité des personnes sinistrées ont la tête dans le guidon avec des considérations très très pragmatique, c'est ce qu'on avait à Buicourt, où au niveau de la CUMP, on était intervenu rapidement, mais finalement la demande elle n'était pas psy. Mais on sait que ça arrive par la suite et que ça va fragiliser les gens, d'où l'idée de pouvoir échanger avec les professionnels de première ligne. Bon, en gros, quelques éléments sur le trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, ça arrive donc suite à un événement qui est vécu sur un mode traumatique et ça va pas du tout toucher tout le monde. Suite à une exposition, il y a à peu près entre 15 et 30 personnes, 30% pardon, des personnes qui vont développer un trouble de stress post-traumatique. Mais on sait que quand ça arrive, le trouble de stress post-traumatique, il est chronique en fait dans environ 50% des cas. Et il est comorbide quasiment tout le temps. Si on attend suffisamment longtemps, au bout de plusieurs années, tous ceux qui présentent un trouble de stress post-traumatique ont au moins une comorbidité. Que ce soit l'alcool, que ce soit les conduites suicidaires, que ce soit un épisode dépressif majeur, ASPAS et abus de substances psychoactives. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir être très proactif dans le dépistage et surtout dans la prise en charge. Donc l'enjeu d'un dépistage précoce, parce que au plus c'est pris en charge précocement, au plus on va avoir une rémission rapide. Mais suite à un événement, les personnes qui sont symptomatiques, qui ont des symptômes psychotraumatiques, comme des reviviscences, comme des conduites d'évitement ou comme une hyperactivité neurovégétative, pour une très grande partie d'entre eux, pour 70 à 80% d'entre eux, il va y avoir une rémission dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Donc, on est sur des tableaux adaptatifs. Mais les personnes qui vont présenter des séquelles chroniques, c'est des personnes qui vont avoir des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, ils sont très, très bien connus. Les facteurs de risque de développer des séquelles psychotraumatiques, donc vraiment un trouble de stress post-traumatique. En gros, on peut les catégoriser comme suit. Il y a des facteurs de risque qui préexistaient à l'événement, ça va être le terrain. Comme par exemple, on sait que le sexe féminin est un facteur de risque de développer un trouble de stress post-traumatique quand on est exposé. L'âge jeune, c'est-à-dire que les enfants exposés à un psychotraumatisme vont avoir plus de séquelles. C'est pour ça que je vais vous faire un petit focus sur l'enfant.
Et puis après, toutes les personnes qui vont être vulnérabilisées, que ce soit par de la maladie mentale, que ce soit par des épisodes de vie d'adversité, que ce soit par des antécédents d'autres psychotraumas, ou que ce soit des personnes qui ont une vulnérabilité du fait d'un isolement psychosocial, de précarité ou autre. Donc ça, c'est les facteurs avant l'événement. Ensuite, il y a des facteurs qui vont être liés à l'événement. Donc, les deux facteurs les plus importants, ça va être l'intentionnalité humaine. Bon, là, ce n'est pas le cas dans les inondations. Donc, on sait que les catastrophes naturelles, ça engendre moins de psychotraumas que des attentats, par exemple. Mais ça va être aussi la proximité physique et la durée de l'événement. Là, le fait qu'il y ait eu plusieurs inondations avec des personnes qui ont été sinistrées à plusieurs reprises, ça, c'est un facteur de risque important. Le fait aussi, le facteur lié à l'événement, qu'il y ait des agriculteurs qui aient vu certaines de leurs bêtes se noyer, par exemple, avec parfois une proximité humaine, affective forte, ça, c'est un facteur important de risque. Et puis après, et c'est là où ça va être important de déceler les choses, ça va être les réactions de l'individu après l'exposition, dans les heures, dans les jours qui ont suivi l'exposition, qui vont nous montrer en fait l'intensité du vécu traumatique et qui vont être des signes de risque de séquelles. Ça va être le niveau de détresse émotionnelle, à combien ils vont être débordés, les signes de dissociation péritraumatique, alors on va en parler après. Le TSA, c'est le trouble de stress aigu, c'est-à-dire les personnes qui ont des symptômes de psychotrauma dans les jours, dans les semaines qui viennent, même si ça ne se chronicise pas. Et puis des personnes qui vont avoir des séquelles physiques de l'événement, à laquelle on va rajouter également les personnes qui vont avoir des séquelles, si on peut dire comme ça, des dégâts matériels. Toutes les personnes, par exemple, pour qui l'outil de travail ne sera plus utilisable, des personnes qui ont eu des pertes matérielles, financières importantes, ça va rentrer dans les facteurs de risque. Donc, ce qu'on appelle le trauma, ou événement traumatique, ou psychotraumatisme, mettez le mot que vous voulez, c'est que c'est un événement qui est brutal, qui est soudain, qui est inattendu. En gros, c'est quelque chose qui est violent, qui nous tombe dessus, sans qu'on ait pu s'y préparer. Et donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que tous les sinistrés des inondations, et heureusement, n'ont pas vécu l'événement sur un mode traumatique. Parce qu'il y a des personnes qui s'y sont préparées, d'autres personnes qui savaient, en construisant là, qu'il y avait un risque d'inondation, d'autres personnes qui ont compris rapidement et qui n'ont pas été mis au pied du mur. Enfin voilà, chacun a son vécu de l'événement. Et ce qui fait le psychotrauma, en fait, c'est pas un événement en soi, c'est comment on le vit. De la même manière que dans un accident de voiture, par exemple, deux personnes dans le même véhicule vont pas du tout vivre la même chose. Parce que quelqu'un va se rendre compte qu'il n'aura pas le temps de freiner le temps que le camion traverse. Et donc, il va s'en rendre compte, il va être dans l'action, il va se préparer en se crispant ou en se protégeant la tête ou quoi que ce soit. Et la personne à côté, peut-être, ne voit pas du tout, ne prend pas du tout la mesure de danger et elle va être confrontée très brutalement à l'événement, à l'accident et se voir mourir, par exemple. Donc, le psychotrauma, c'est vraiment une expérience. Hop. Et en gros, les trois mécanismes qui vont faire qu'un événement sera vécu sur un mode traumatique, c'est tout d'abord je me sidère, c'est-à-dire je me fige, c'est-à-dire je suis impuissant, je ne sais pas comment réagir, je suis complètement débordée par ce que je vis. Ensuite, je vis l'événement dans une perte de protection, c'est-à-dire je suis en danger. Je suis en danger, je suis seule, il n'y a personne pour me protéger. Et enfin, le troisième verrou, c'est ce que je vis n'a pas de sens. Voir par exemple ma maison avec 1 mètre d'eau à l'intérieur, c'est un truc qui est absolument inconcevable.
Hein, je comprends même pas ce qui se passe. Et c'est ces 3 dimensions-là, quand elles sont conjuguées, qui donnent la dimension traumatique d'un événement. Le vécu d'impuissance, le sentiment d'isolement, de perte de sécurité et l'absence de compréhension de ce qui se passe. Donc, chez l'enfant, il y a une particularité. En gros, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chez l'enfant, c'est la même chose que chez l'adulte, mais en plus, l'impact que ça va avoir chez l'enfant, c'est qu'il va y avoir un impact en termes de logique développementale. L'enfant, c'est un être en développement qui construit sa personnalité. Et si l'adulte, quand il est confronté à un événement de stress ou un événement traumatique, eh ben, il a il a plusieurs années d'expérience antérieure et d'expérience ressources qui vont faire que l'impact d'un psychotrauma, il sera moindre. Alors que chez l'enfant, il y a moins d'expérience ressources, vu qu'il y a moins d'années de vie, logique, et l'enfant dépend de ses parents, de ses figures d'attachement. Et que quand il y a une exposition traumatique qui touche à la fois l'enfant et les parents, l'enfant, en plus d'être débordé, en plus d'être psychotraumatisé, il va voir, en tout cas il peut voir, ses parents également débordés. Et très souvent, c'est ça qui est le plus impactant pour l'enfant. Ça va être de voir ses parents complètement perdus, complètement paniqués, et ça va entraîner une sensation de danger qui va être absolument intolérable pour l'enfant. Donc voilà, chez l'enfant, forcément, alors après ça dépend de l'âge, hein, évidemment, mais il y a toujours cette idée que, bon, dans le DIA, c'est marqué caregiver, c'est un truc de psychiatre, les figures d'attachement, bon, je vais dire les parents pour plus de facilité, mais il est évident que ça peut être les grands-parents, enfin bref, les tuteurs légaux, voilà, mais les personnes qui s'occupent de lui. L'enfant vit dans l'idée, la croyance de l'invulnérabilité de ses parents. Mon papa c'est le plus fort, ma maman c'est la plus forte, il peut rien leur arriver, avec ce sentiment qu'ils seront toujours là pour me protéger. Dans une exposition traumatique qui touche à la fois l'enfant et les parents, cette croyance-là, elle va s'effondrer complètement. Et si mes parents ne sont pas ce que je pensais, des êtres capables de me protéger quoi qu'il arrive, et que je suis complètement dépendant d'eux, ça me met dans un danger absolument permanent. Et donc la spécificité chez l'enfant, c'est que avant de le prendre en charge lui, il va falloir déjà surtout prendre en charge les parents. Et une fois qu'on prend en charge les parents, très souvent, les enfants vont beaucoup mieux. Blablabla. Donc, voilà. Excusez-moi, je suis en train de voir en même temps qu'il y a des questions. Ah oui, non, ça va. Excusez-moi, je prenais les choses en cours de route. Donc voilà, donc ça, c'est le vécu de l'événement une fois qu'on a été exposé. Le truc avec les inondations, c'est que l'exposition, elle est longue et surtout, elle n'est pas arrivée de manière brutale. C'est pas un tsunami. Voilà, donc ce temps d'exposition, et puis en plus, il y a eu plusieurs épisodes, donc il n'a pas forcément été très aigu, mais après, il peut survenir des symptômes qui signent en fait l'impact traumatique. Et ces symptômes, quand ils surviennent les jours, les semaines après l'événement, sont généralement très adaptatifs. C'est le temps de digérer l'événement. Donc ces symptômes, ça peut être des flashs qui arrivent la journée, des cauchemars, et puis des efforts volontaires d'évitement. Ne pas vouloir en parler, ne pas vouloir réfléchir, ne pas vouloir faire des démarches d'assurance, ne pas penser à tout ça.
Et puis, on a une hyperactivation neurovégétative, hein, c'est-à-dire que des personnes qui sont en état d'hyperalarme parce qu'il y a cette sensation permanente d'être en danger. Et ça va donner vraiment un corps très tendu qui va se manifester par des réactions de sursaut sans cesse, par une tension musculaire permanente et par un épuisement physique et psychique. La panel d'émotions, alors elle peut être assez variée, hein, en lien surtout avec comment les personnes ont vécu l'événement, la peur, la honte d'avoir eu peur, la culpabilité, parfois la culpabilité d'avoir été si peu touché sur le plan matériel par rapport à d'autres, la colère, solitude, tristesse, humiliation, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, il va y avoir des pensées qui vont arriver de manière un petit peu obsédante, en lien avec ces émotions, sur pourquoi j'ai réagi comme ça, sur parfois le sentiment d'injustice, sur le sentiment de colère, des choses comme je ne mérite pas ça, pourquoi c'est arrivé qu'à moi et pas aux autres, pourquoi les autres ont été touchés et pas moi. Et ça peut arriver vraiment en boucle de manière hyper obsédante, des ruminations qui vont avoir un impact très très fort et qui vont perturber le fonctionnement de la personne. Donc chez l'enfant, alors à partir des adolescents, on va avoir les mêmes symptomatologies chez l'adulte. Chez l'enfant, ça va être fonction du stade développemental. En gros, chez les nourrissons de 0 à 2 ans, on va avoir des régressions au niveau des acquisitions développementales et puis une symptomatologie de détresse importante, hein, avec des réactions d'agrippement aux parents. Et puis, on va retrouver assez rapidement alors des terreurs nocturnes avec un débordement quoi, du nourrisson qu'on n'arrive pas à calmer. En gros, tout ce qui signe une rupture avec le fonctionnement antérieur, quand on sait qu'il y a une exposition traumatique et surtout chez le petit enfant, quand il y a une exposition traumatique qui touche également les parents, et ben, toute rupture de comportement évoque une symptomatologie psychotraumatique. Chez les enfants un peu plus grands, 2 à 6 ans, ce qu'on va retrouver beaucoup, c'est des reviviscences. Et les reviviscences, on va les retrouver elles vont se manifester par des jeux répétitifs ou par des dessins traumatiques, des dessins où on va dessiner soit ce qu'on a vécu, ou soit la manière dont les enfants l'interprètent. Parce qu'à cet âge-là, 2 et 6 ans, il y a beaucoup de théories infantiles et parfois, ils se racontent une histoire qui n'est pas du tout l'interprétation de l'événement. Et très souvent, à cet âge-là, 2-6 ans, il va y avoir donc ces croyances auto-centrées. Si c'est passé ça, c'est à cause de moi, c'est que j'ai pas été sage, c'est que j'ai pas bien rangé ma chambre. Et avec une anxiété qui peut être parfois très très importante, complètement débordante, en lien avec des croyances infantiles qui sont pas du tout ancrées dans la réalité. Donc on va en parler après de cet âge-là, mais c'est important avec des enfants de pouvoir redonner des explications même très rationnelles, très biologiques de ce qui s'est passé. Alors, même si ça peut sembler un peu fou, chez un enfant exposé au psychotrauma, on a des croyances infantiles qui sont quand même très folles. J'avais eu un enfant à Guicourt qui m'avait dit il y a eu une tornade parce que maman me disait de ranger ma chambre et que je ne l'avais pas rangée. Donc c'était un petit peu la punition divine. La maison s'est effondrée. Après, chez les adolescents, les symptômes vont être les mêmes, donc de reviviscence, d'évitement
et d'hyperactivation neurovégétative, mais associée en plus à une augmentation du niveau d'impulsivité. Donc tout ce qui va associer les consommations toxiques, les conduites à risque, l'agressivité, ça va être majoré chez l'adolescent. Bon, alors ça, je vous ai mis cette échelle, hein, c'est une échelle analogique, hein, la CGI, la Clinical Global Impression Scale. C'est une échelle qui évalue de manière très générale l'impact d'un événement là dans le psychotrauma, de l'impact de l'événement sur l'état clinique du sujet. L'intérêt de cette échelle, c'est qu'elle inclut la santé de l'individu au sens large, c'est-à-dire à la fois l'impact psychique, psychiatrique, émotionnel au sens large, mais également l'impact sur sa santé physique et sur son fonctionnement au sens large. À combien on évalue ce patient impacté par rapport à d'autres personnes. Nous, cliniquement, alors quand je dis nous, je veux dire nous sur la consultation psychotrauma, c'est un score qui est intéressant quand il est rempli par un médecin, par un soignant qui connaît le patient. C'est vraiment cette impression clinique globale. Et on sait que c'est statistiquement corrélé à la survenue de séquelles psychotraumatiques. Donc, les réactions immédiates face à un événement psychotraumatique, schématiquement, elles peuvent être de deux types. Soit je réagis sur une réaction de stress adaptée, je suis stressé, je suis anxieux, mais de manière adaptée à l'événement, c'est-à-dire que je reste dans la réalité, je mobilise mon énergie et je mets en place des actions pour répondre à ce stress. Ou soit je vais avoir des réactions de stress dépassées, c'est-à-dire que le stress est soit trop intense, ou soit le stress est prolongé ou répété. Alors ça, on est dans cette catégorie-là dans les inondations, hein, et en fonction des stratégies de ressources de chaque individu, il peut y avoir des tableaux cliniques de stress dépassé. Alors, ces tableaux cliniques-là, on ne les voit pas parce que de toute façon, ils sont déjà passés. Mais quand on reprend l'anamnèse avec le patient ou quand le patient évoque telle réaction qu'il a eue, c'est important de pouvoir identifier qui nous parle d'un probable stress dépassé parce que ça signe quand même le risque de développer des séquelles psychotraumatiques, même s'il ne les développe pas tout de suite. Et donc, c'est important d'avoir l'information pour pouvoir être vigilant par la suite à la survenue de séquelles. Parce que là, actuellement, les patients, les personnes sinistrées sont dans des démarches très concrètes, très terre-à-terre, d'assurance, d'organisation, de choses comme ça. Donc là, ils vont pas être tout de suite dans des séquelles, dans des conduites d'évitement, parce que ils sont occupés à d'autres choses. Mais on sait que ça va arriver dans quelques semaines ou dans quelques mois, ou à la faveur d'un nouvel épisode de stress, quel qu'il soit. Donc quand vous avez des patients qui vous décrivent avoir présenté ces réactions de stress dépassées, c'est important de le garder en tête pour pouvoir rester vigilant. Donc, je vais vous parler de ces 4 tableaux cliniques de stress dépassé, donc qui sont des réactions aiguës à un événement psychotraumatique. Je vais essayer de vous donner des petites vignettes cliniques pour rendre ça un peu concret. Alors tout d'abord, la sidération. Donc la sidération, c'est quelque chose qu'on se représente bien, hein. C'est ce que les anglo-saxons appellent le frozen. Alors frozen, c'est pas la Reine des Neiges, hein. C'est ce moment où on est complètement comme pétrifié et avec une anesthésie complète, hein, émotionnelle, où voilà, tout s'arrête à l'intérieur, tout est figé. Les patients sont complètement immobiles. La sidération, ça peut durer parfois longtemps.
Moi, j'ai en tête un tableau clinique d'une dame qui était assise chez elle dans sa maison, et sa voisine qui la voit par le vis-à-vis, qui lui fait signe, elle ne répond pas, et puis la voisine, un petit peu embêtée, repasse 1 heure plus tard, cette dame est toujours assise. Finalement, la voisine appelle les pompiers arrivent et trouvent cette dame assise sur une chaise avec son mari pendu en face d'elle. Elle avait retrouvé son mari pendu, et elle avait été tellement sidérée qu'elle était restée assise sur une chaise plusieurs heures. Donc ça a signé vraiment l'impact de l'événement. Et là, ce qu'on voit, c'est pas... Alors évidemment que la nature de l'événement, là en l'occurrence le suicide de son proche, était très forte, mais c'est la façon dont on le vit. La sidération, ça peut vraiment durer plusieurs heures. Alors les personnes vont se réassocier après spontanément, il n'y a rien à faire dans l'absolu. À côté de ça, il peut y avoir des états d'agitation. Des états d'agitation, l'agitation du stress dépassé, l'agitation psychotraumatique, c'est vraiment une réaction qui n'est pas dirigée vers un but. C'est vraiment une décharge motrice qui n'a pas pour but d'être dans l'action, qui n'a pas pour but de se protéger, c'est juste une impulsion. L'agitation, c'est ce qu'on a retrouvé au moment de l'attentat de Nice, où il y a eu d'énormes mouvements de foule, où les personnes, pour beaucoup, c'était pas du tout une agitation pour s'enfuir ou pour maîtriser le terrorisme ou quoi que ce soit, c'était juste des décharges motrices. Là, le risque, c'est de se mettre également en danger. Et ça, les patients, ils le décrivent, alors a posteriori, mais ils le décrivent très très bien, ce fait de bouger sans que ça n'ait aucun sens. Le troisième tableau clinique d'état de stress dépassé, c'est la fuite panique. Les personnes qui, face au danger, face à l'événement, vont fuir, et ce, quel qu'en soit le prix. C'est-à-dire que la fuite panique, elle n'a pas pour but de se protéger, elle a juste pour but de partir, même si partir, ça veut dire se reprécipiter dans un autre danger. Là, l'image qui l'illustre, c'est l'homme qui tombe du World Trade Center. C'était ces personnes, on a tous les images en tête, qui sautaient des tours jumelles. Bon, très probable que ce soit des fuites paniques, c'est-à-dire fuir quel qu'en soit le prix, même si le prix c'est la mort. Et puis, la dernière action automatique, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les catastrophes naturelles, qu'on retrouve beaucoup, c'est le tableau clinique qui est le plus compliqué à retrouver, parce que généralement, c'est assez fin cliniquement, c'est l'action automatique. L'action automatique, c'est des personnes qui sont donc dans un état de traumatisme aigu, qui vont, agir de manière complètement automatique. Et très souvent, on ne le voit pas parce que ça peut nous sembler un petit peu naturel. Mais dans le cas d'inondation, ça va être par exemple des personnes qui vont balayer sur le perron de leur porte alors qu'il y a des trompes d'eau qui arrivent et qui balayent dans un geste qui n'a aucun sens, et qui vont pouvoir faire ça par exemple pendant des heures. Ça va être par exemple une personne qui, en contemplant une scène de catastrophe, va se mettre du rouge à lèvres en boucle, par exemple. C'est des personnes qui vont être figées sur un mouvement, sur une action qu'elles ont l'habitude de faire, mais qui n'est pas du tout adaptée dans le contexte. Et c'est ce qu'on retrouve aussi parfois quand il y a des gens qui filment ou qui prennent en photo avec leur smartphone. Parfois, chez certains, on les retrouve vraiment dans un état de stress dépassé, avec ce réflexe finalement, cette action automatique de filmer, de prendre une photo. Ça, pareil, là, on n'est plus du tout dans la temporalité de cette symptomatologie-là. Il n'empêche que quand les gens, dans leur discours, vont en parler, c'est important de le noter, parce qu'on sait que c'est un signe de l'impact
post-traumatique du vécu de stress dépassé de l'événement et donc un risque important de développer des séquelles psychotraumatiques, un trouble de stress post-traumatique. Et puis, de manière concomitante à ces différents tableaux aigus, les patients vont pouvoir évoquer des symptômes de dissociation péritraumatique. Alors, la dissociation péritraumatique, hein, c'est une notion un peu particulière, c'est en gros le reflet clinique de la déconnexion de l'amygdale du cerveau, hein, pas de l'amygdale dans la gorge, au moment du vécu traumatique, en fait, la réponse, la réaction de peur va être tellement intense que il va y avoir un shunt de l'amygdale pour pouvoir limiter la sécrétion des hormones de stress, hein, de cortisol et d'adrénaline, avec un risque que celle-ci soit létale pour l'organisme. Donc l'amygdale est déconnectée du reste du cortex cérébral. Et cette déconnexion de l'amygdale, en fait, fait que on continue d'être exposé au moment de l'événement, mais sans plus avoir de connotation émotionnelle. Et donc, je vois l'événement, mais je ressens plus rien. Ça va donner des sensations très particulières. Les personnes vont nous dire, c'est comme si c'était figé à l'intérieur, c'est comme si j'étais dans du coton, ou c'est comme si c'était un rêve, c'est comme si j'étais au cinéma. Ou parfois, ça peut donner également des sensations de décorporalisation, de dépersonnalisation. C'est comme si je me voyais de l'extérieur. Hein? Tout ça, ces sensations vraiment de bizarrerie, ça signe cette déconnexion de l'amygdale et donc ça signe la dissociation péritraumatique. Donc c'est un mécanisme qui est protecteur, mais qui signe l'impact de l'événement au niveau neurobiologique et donc le fait que l'événement ne soit pas encodé correctement et donc qu'il y a un risque de symptomatologie psychotraumatique. Donc il y a quand même des facteurs de protection, heureusement. En gros, c'est le plus important, c'est le sentiment d'efficacité personnelle perçu. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai réussi à sauver les machines de mon entreprise, j'ai réussi à sauver mes bêtes pour un agriculteur. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai pas réussi à sauver grand-chose, mais j'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai essayé. Tout ça, ça va être vraiment protecteur par rapport à l'histoire qu'on s'est racontée de l'événement. En gros, ça va limiter le sentiment d'impuissance, hein, le « je me sidère », qui était le premier verrou du trauma. Donc voilà, pour vous donner un visuel un petit peu plus clair, hein, cette étoile rouge, donc c'est l'événement psychotraumatique. Dans les 48 heures, on parle de détresse péritraumatique. C'est les réactions que je vous parlais, soit une réaction adaptée, soit ces 4 réactions dépassées, sidération, action automatique, agitation et fuite panique, avec ces symptômes de dissociation. Après 2 jours, de 2 jours et 1 mois, on est dans un état adaptatif, qu'on appelle l'état de stress aigu, où il peut y avoir des symptômes, il peut y avoir des reviviscences, il peut y avoir des conduites d'évitement, il peut y avoir une hyperactivité neurovégétative, mais dans 70 à 80% des cas, ça va s'apaiser, ça va se digérer. Au bout de quelques jours, de quelques semaines, ça va se poser. Et puis, après 1 mois, on parle de troubles de stress post-traumatique, parce qu'on sait que quand les symptômes sont présents après plus d'1 mois, qui vont se chroniciser dans plus de la moitié des cas. Et quand ils vont se chroniciser, il y aura quasiment de manière systématique des comorbidités, que ce soit dépressive, que ce soit suicidaire ou que ce soit addictive. Et à côté de ce trouble de stress post-traumatique, il peut y avoir également des troubles de stress post-traumatique qui vont arriver de manière décalée. Et ça, dans les catastrophes naturelles, c'est ce qui arrive le plus fréquemment. C'est-à-dire que sur le coup, les personnes vont être soit soulagées,
à la fin de l'épisode d'inondation, soit être pris dans des considérations très pragmatiques de comment je suis relogée, comment je travaille, comment je fais ci, comment je réussis à retrouver un fonctionnement. Et une fois qu'une routine est retrouvée et qu'il y a un autre facteur de stress, alors même quelque chose d'assez minime, c'est là souvent que vont se développer les séquelles psychotraumatiques. Alors oui, vous aurez le PowerPoint à la fin pour répondre à Sandrine Godard. Donc dans la détresse péritraumatique, mais bon, ça ne vous intéresse pas pour là les inondations, mais dans l'absolu, c'est toujours intéressant. Le traitement, en gros, traitement si la personne elle est vraiment très débordée, là on est en immédiat, enfin dans les 48 heures, si vraiment la personne est complètement débordée. L'idée, c'est de mettre plutôt de l'atarax, de l'hydroxyzine, parce que les benzos, ça va perturber l'encodage mnésique. Et dans le trauma, il faut vraiment éviter de perturber cet encodage mnésique. Donc, benzo, si besoin, bah oui, parce que des fois, on ne pourra pas faire autrement, mais toujours en one shot, en aigu one shot. En Péros, voilà, du Valium 20, du Temesta 2, 2,5 d'ailleurs. Donc voilà. Pour les états vraiment de stress dépassé, sidération, comportement automatique, dissociation, ça ne sert à rien de prescrire une anxiolyse parce que les personnes ne ressentent rien à ce moment-là. Donc voilà, surveillance simple. Après, dans les jours, dans les semaines qui viennent, quand on parle d'état de stress aigu, l'idée vraiment, c'est qu'on est dans la phase adaptative. Et donc, jusqu'à 1 mois, on ne met pas de traitement de fond. On ne va pas mettre d'ISRS. Les traitements recommandés dans le trouble de stress post-traumatique, en France, c'est la sertraline et la paroxétine. Dans beaucoup d'autres pays, il y a également la venlafaxine. Mais ces traitements-là, l'indication de l'AMM, c'est pour les troubles de stress post-traumatique. Et donc, c'est à partir d'1 mois. Parce qu'entre 2 jours et 1 mois, on est dans la phase adaptative. Donc voilà, pareil, sur le plan symptomatique, préférez l'atarax. Et puis, pour les troubles du sommeil massif, voilà, un hypnotique ou de l'atarax, encore une fois, sachant que très souvent, dans l'état de stress aigu, quand on a des troubles du sommeil importants, les gens ne veulent pas dormir. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est une lutte pour ne pas dormir, parce que dormir, ça veut dire perdre le contrôle, ce qui est parfois absolument intolérable, et dormir aussi, c'est des cauchemars. Et ça, c'est absolument insupportable. Alors, avant, pour les cauchemars, on avait la prazosine, le mini-press qui marchait très bien, mais qui n'est plus commercialisé. L'Alpress, ça marche pas, le catapressant non plus. Donc voilà. Mais des hypnotiques classiques, ça peut avoir une efficacité dans les cauchemars. L'Imovan, ou même du Terralen ou de la myancérine à 10 mg. Donc voilà. Après, en termes d'entretien, d'échange, pour les personnes qui présentent manifestement des symptômes psychotraumatiques, ce qui est très important à avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas faire parler à tout prix. Alors, je sais que voilà, certains médecins vont avoir cette idée de surtout pas parler, et d'autres personnes qui vont avoir cette idée de voilà, surtout les faire parler à tout prix. Vraiment, ni l'un ni l'autre. Très souvent, il peut arriver que la personne s'épanche spontanément et veuille en parler. Dans ce cas-là, le plus important, c'est de pouvoir la recentrer, la personne, sur ce qu'elle a vécu, elle, en termes de vécu émotionnel, et pas la laisser tourner en boucle sur un récit factuel, parfois sur des détails un peu gore. Et là, on est un peu dans de la reviviscence, quoi. Faire un récit comme ça, désaffectivé. Donc, ce qui est important, c'est de la remettre dans un récit émotionnel. Qu'est-ce qu'elle a ressenti sur le coup? Qu'est-ce qu'elle s'est dit dans la tête? À quel moment elle a compris ce qui s'est passé?
Et donc, la verbalisation, c'est efficace, évidemment, chez les personnes qui sont en état de stress adapté. Chez les personnes sidérées ou agitées, on ne va pas faire verbaliser. Voilà. Ce qui est important en aigu, c'est de ne pas chercher à déculpabiliser. Alors, ça peut sembler un petit peu fou de dire ça, hein, mais les personnes qui vont se dire... alors j'ai eu l'exemple là récemment, c'est pour ça que je vais dire ça, un agriculteur dont certaines bêtes ont été noyées, des veaux ont été noyés, qui va dire c'est de ma faute, c'est de ma faute. À ce moment-là, c'est important de ne surtout pas le déculpabiliser. Hein, spontanément, on a envie de lui dire ah mais non, c'est pas du tout votre faute, enfin monsieur, vous êtes pour rien. Alors oui, tout à fait. Excusez-moi, j'ai une question, hein, Aurélia Beaujour. Pour l'instant, on est d'accord que ceux qui ont encore de l'eau chez eux, le trauma n'étant pas fini, on ne peut pas vraiment passer au post-trauma. Donc on sera donc obligé d'attendre un mois après que l'eau soit vraiment retirée pour pouvoir parler de syndrome post-trauma. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc oui, j'en reviens à mon agriculteur dont les veaux, enfin dont il a des bêtes voilà, qu'il a retrouvées noyées. Il me dit que c'est de ma faute, et il tourne en boucle là-dessus. C'est important de ne pas le déculpabiliser. C'est important de ne pas le déculpabiliser sur le coup, parce que dire que c'est notre faute, en fait, c'est une manière dans l'aigu, vraiment quand on est dans l'émotion très très forte, c'est une manière de reprendre le contrôle. C'est-à-dire, si je me dis que c'est de ma faute, ça veut dire que la prochaine fois, je pourrais faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, c'est pas vrai, hein, on est bien d'accord, c'est pas vrai, mais à ce moment-là, quand la personne est débordée, c'est important qu'elle puisse ressentir du contrôle, et ce, de n'importe quelle manière que ce soit. Hein. Je me sidère, je suis impuissant. Et je suis impuissant, c'est tellement intolérable de se sentir impuissant dans le danger qu'on a besoin de sentir qu'on a du contrôle, quel que soit le domaine. Et donc, se dire « c'est de ma faute, je suis coupable », c'est une manière de reprendre le contrôle en se disant « la prochaine fois, je pourrai faire en sorte que ça n'arrive plus ». Donc, quand il y a des personnes qui tiennent ce discours de sentiment, enfin de culpabilité, surtout ne pas les déculpabiliser, parce que les déculpabiliser, ça les renvoie à l'impuissance. Alors vous allez me dire, on va pas non plus leur dire, bah oui, vous avez raison, c'est de votre faute. Hein, effectivement, simplement, quand les personnes nous disent, voilà, c'est de ma faute, pouvoir recontextualiser. Bah, c'est ce que vous vous dites maintenant, c'est ce que vous pensez. Remettre ça sous forme de pensée ou d'émotion et pas de vérité. Ou alors, de le reformuler à l'interrogative. Vous pensez que c'est de votre faute ? Et très souvent, les gens vont vous répondre « Mais non, je sais bien que c'est pas de ma faute, mais je me dis que j'aurais pu faire quelque chose. » Et là, à ce moment-là, on sent vraiment que ce qui est insoutenable, c'est l'impuissance. Bon, les associations d'aide aux victimes, hein, Julien Denis et Tiffaine Loreille en parlaient tout à l'heure. Hein, il y a eu ce numéro de France Victime qui avait été mis en place, la ligne. Alors, France Victime est sollicitable de toute façon par n'importe qui. Hein, c'est une ressource de droit commun. Donc, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, donc une association d'aide aux victimes qui a plusieurs missions, celle d'informer sur les droits, d'accompagner dans les démarches les personnes victimes au sens large, mais également de proposer un soutien psychologique. Alors nous, sur la consultation psychotrauma, on bosse bien avec eux pour s'orienter mutuellement les patients. Ils ont pas mal de points de prise en charge sur le département. Et puis, 50 points dans le département. Et puis, quand on les appelle, par exemple, nous, en tant que professionnels, on peut appeler pour parler de la situation de monsieur machin ou madame machin. Et ben, eux, en fonction du niveau de vulnérabilité de la personne, peuvent se proposer de les recontacter. Donc voilà. Donc ça, c'était toute la phase transitoire.
Là, on va parler un petit peu du trouble de stress post-traumatique constitué. Donc, après un mois, et sachant que, comme le disait Sandrine par message, sachant que là, de toute façon, on est encore dans l'événement qui dure. Donc, ça va pas être des symptômes qui vont arriver tout de suite et ça va probablement arriver même de manière décalée. Donc, le trouble de stress post-traumatique, en gros, le symptôme central, c'est ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Tout ce qui va être des reviviscences, les flashs, les cauchemars. Très souvent, ce sont des reviviscences visuelles, mais ça peut être sur n'importe quelle modalité sensorielle. Ça peut être des reviviscences corporelles, ça peut être des bruits, ça peut être des odeurs, ça peut être des sons. En gros, tout ce qui ramène le vécu sensoriel de l'événement. Associé à ça, à ces reviviscences, il va y avoir une réaction corporelle d'hyperactivité neurovégétative. C'est-à-dire que les reviviscences font que je me sens toujours en danger. Et donc, je me sens en danger, j'ai une réaction physiologique de stress. C'est-à-dire, je vais avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, une tension musculaire, une tachycardie, et puis après, tous les symptômes physiques de stress, hein, vertige, dyspnée, acouphène, tout ce que vous voulez. Et puis, quand j'ai les reviviscences et quand j'ai l'hyperactivité neurovégétative, eh ben, c'est tellement insoutenable parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas un souvenir, c'est vraiment revivre la réaction associée à l'événement. C'est tellement insoutenable que je vais éviter tout ce qui va me faire penser à l'événement. Ça va être éviter des lieux, par exemple, ça va être éviter de regarder des choses à la télé qui vont faire penser à telle ou telle chose. Ça peut être éviter de penser, ça peut être éviter de parler, ça peut être éviter les personnes qui ont également vécu l'événement. L'évitement peut prendre plein de formes. Et puis, hein, évidemment, avec tous ces symptômes très sympathiques, eh ben, l'humeur n'est jamais très joyeuse. Et donc, progressivement, on va arriver sur des affects très dépressifs, quoi. Au bout d'un certain temps de trouble de stress post-traumatique, on retrouve des comorbidités dépressives quasiment systématiques. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le trouble de stress post-traumatique, ça se traite. Et que ça se traite bien. Et que ça se traite d'autant mieux que c'est pris en charge précocement. D'où l'importance de pouvoir repérer facilement. Donc, l'idée, quand on a des symptômes évocateurs de troubles de stress post-traumatique, c'est de pouvoir donner des informations claires. Des informations claires, une fois qu'on a posé le diagnostic, alors je vais parler de l'échelle après, c'est de pouvoir expliquer que c'est une pathologie de l'encodage mnésique, en fait. C'est vraiment la réaction émotionnelle qui est associée à l'événement qui est tellement forte que ça va bloquer l'encodage de l'événement dans la mémoire à long terme. Et c'est ce trouble de l'encodage mnésique qui est à l'origine de la mémoire traumatique, de cette mémoire sensorielle traumatique à l'origine des reviviscences. C'est pas un processus psychotique, les gens ne sont pas en train de devenir fous, c'est pas une hallucination, hein, généralement, de toute façon, c'est assez clair cliniquement. En termes de psychoéducation, c'est important de limiter les stress. Alors, limiter les stress, faire tout ce qu'on va pouvoir pour favoriser le sommeil, sensibiliser vraiment dès le début au risque d'addiction, d'abus de substances psychoactives et d'alcool. Le petit whisky avant de se coucher qui devient les 2 whiskies avant de se coucher, qui devient les 2 whiskies le soir plus un le matin, le Xanax qu'on va boulotter. Et puis, le trouble de stress post-traumatique peut aussi entraîner des résurgences d'événements traumatiques antérieurs. Typiquement, là, je vous dis, les personnes ne vont pas présenter tout de suite un trouble de stress post-traumatique. Par contre, si dans un mois, il va y avoir un accident de voiture, même un truc vraiment pas grave, un petit accrochage matériel à la con, mineur, et que les personnes revivent ce sentiment d'impuissance, ça peut réactiver une symptomatologie, de l'événement des inondations qui était passé depuis plus d'1 an. De la même manière, des personnes là impliquées dans les inondations peuvent avoir une résurgence de symptomatologie traumatique antérieure.
Et donc, dans l'information du patient, pouvoir réinjecter l'espoir sur le fait que c'est une pathologie qu'on connaît bien et qui répond très bien au traitement. Et ce, d'autant plus que le traitement est précoce. Donc, sur le plan pharmaco, en traitement au long cours, le Deroxa et le Zoloft, ça marche moyennement. Là, on est dans le chronique. Donc là, évidemment, si on met une molécule de la paroxétine, sertraline ou venlafaxine, évidemment, on va mettre des benzos à l'instauration du traitement pour prévenir de la levée d'inhibition. Et puis, oui, sur les cauchemars traumatiques, avant, on avait la prazosine, mais qui n'est plus commercialisée. Et surtout, ce qui va être l'important dans le traitement, ça va être une thérapie d'exposition. Alors, la thérapie d'exposition, c'est une thérapie qu'on va pratiquer classiquement soit via le MDR, les mouvements alternatifs, ou soit l'exposition au récit traumatique. En gros, c'est une prise en charge qui est faite par psychiatres ou psychologues qui sont formés spécifiquement, parce que ce sont des techniques un petit peu spécifiques. Il y en a sur les territoires. Donc voilà, il y a des ressources qui sont là. L'idée, c'est vraiment d'orienter le bon patient à la bonne ressource. Parce que tous les patients n'auront pas besoin de thérapie d'exposition. Et par ailleurs, tous les libéraux ou professionnels des secteurs de psychiatrie ne seront pas en mesure de voir tous les patients. D'où l'idée donc de pouvoir un petit peu poser un diagnostic qui puisse être clair, qui puisse être fiable. Et pour le trouble de stress post-traumatique, le diagnostic se pose par la PCL5. Alors la PCL5, c'est un auto-questionnaire de 20 questions qui reprend toutes les dimensions du trauma, de reviviscence, de cognition négative, d'hyperactivité neurovégétative et de conduite d'évitement. Et voilà, on a un score supérieur à 44, on présente un trouble de stress post-traumatique caractérisé. Voilà, alors après, effectivement, si on a 43 et pas 44, si on a 40, bon, grosso modo, à partir de 40, on parle de trouble de stress post-traumatique subsyndromique. Après, de toute façon, évidemment que c'est la clinique qui prime, mais ça nous donne en tout cas un bon indicateur de sévérité clinique de la symptomatologie. Alors, chez l'enfant, je vous ai mis pas mal de dias, mais comme je vous laisse mon PowerPoint, je vous laisserai les lire à tête reposée parce que je vous parle des différents symptômes chez l'enfant en fonction des classes d'âge avec on va dire, les réactions parentales les plus fréquentes. Sachant que chez l'enfant, le retentissement chez l'adulte alimente énormément les troubles. Donc, je vous ai mis ça par chaque tranche d'âge. Je ne vais pas les lire là parce que ça va être un petit peu fastidieux. L'idée générale dans le trauma chez l'enfant, c'est de toute façon de prendre en charge l'adulte. Parce que très souvent, quand un enfant est symptomatique sur le plan du psychotrauma, ça veut dire que son parent l'est encore plus. Et une fois qu'on prend en charge le parent, très souvent, même il n'y a plus rien à faire chez l'enfant parce qu'il va mieux. Donc ça, c'est assez impressionnant. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur le Pas-de-Calais, on a une consultation départementale du psychotrauma qui est centralisée sur le CH d'Arras. Donc, c'est sur la cellule d'urgence médico-psychologique, sur mon service. On a une unité de consultation non sectorisée. Donc, ce n'est pas les secteurs de psychiatrie. On prend sans limite d'âge, enfants, ados, adultes, voilà. Ce sont des consultations qui sont assurées par infirmiers psychopsychiatres et pédopsychiatres. Et en fait, n'importe qui peut appeler pour prendre un rendez-vous ou un professionnel appeler pour un de ses patients. Donc, je vous ai mis le numéro du secrétariat. Nous, on est à disposition également pour échanger sur des situations cliniques quand il y a une question concernant un traitement, quand il y a besoin de conseils, de réfléchir ensemble et qu'est-ce que je peux faire là et compagnie. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. J'ai pour ma part, la plupart de mes amis qui sont médecins généralistes, je sais la solitude parfois de certains et juste pouvoir penser à plusieurs, je pense que c'est toujours important. Par ailleurs,
même si les gens sont loin physiquement et qui vont pas venir à Arras pour un suivi psy, ce qu'on fait, nous, souvent, c'est une primo-évaluation téléphonique. Alors, on en discutait tout à l'heure avec le docteur Coquet. Nous, c'est primo-évaluation téléphonique. On ouvre un dossier, hein, on ouvre un dossier médical, et cette primo-évaluation fait l'objet d'un compte-rendu dans le dossier médical et d'une information au médecin généraliste. Nous, suite à cette évaluation, on va évaluer du coup la clinique, le vécu traumatique et orienter en fonction de la situation, enfin du secteur de la personne. Donc, on a pas mal de réseaux, on connaît beaucoup, on travaille beaucoup avec les CMP, on sait qui est formé et on sait comment orienter les gens. Alors, je dis pas qu'on a des passe-droits, mais bon, on a peut-être un peu des facilités. Et on connaît aussi énormément les libéraux qui travaillent dans le champ du psychotrauma. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir nous appeler pour avoir des ressources dans tel ou tel secteur. Alors, on ne peut pas diffuser nos cartographies parce que c'est très officieux et puis parce que c'est du travail de réseau et puis on a des collègues qui peuvent pas non plus, qui ne souhaitent pas être identifiés comme travaillant dans le champ du psychotrauma parce qu'ils n'ont pas envie de faire que ça, par exemple. Mais en tout cas, nous, on peut être sollicité pour vraiment mettre en relation. Donc, l'idée générale, vraiment, c'est que n'hésitez pas. Soit pour nous orienter des patients, qu'on puisse les évaluer au téléphone, ou soit pour avoir un échange clinique, ou soit pour réfléchir ensemble, hein, tout simplement. Voilà. Après, je voulais juste faire un dernier point pour parler un peu de suicide. Donc, dans les comorbidités du trouble de stress post-traumatique, on a un risque suicidaire qui est énormément majoré, hein, de 30%. C'est-à-dire que quand le trouble de stress post-traumatique est chronique, il y a un tiers des patients qui vont avoir des conduites suicidaires. Hein, donc, ce qui est absolument énorme, 7 fois plus de morts par suicide. Hein, donc, évidemment, sont les événements avec une intentionnalité humaine qui sont à plus à risque de suicide si les traumas sont répétés. Hein, et donc, c'est... en gros, l'idée, c'est quand on a un événement traumatique chez quelqu'un qui, de base, présente une vulnérabilité, vraiment vulnérabilité au sens large, que ce soit en termes de santé physique, de santé mentale, de précarité psychosociale ou d'expériences traumatiques antérieures, d'abus, de viol, de maltraitance et compagnie, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Alors, pour l'évaluation du risque suicidaire, hein, l'outil qui est le plus utilisé, hein, c'est le RUD avec les facteurs de risque, le R pour risque, hein, c'est-à-dire quel est le terrain de la personne, quelle est son histoire de vie, quelles sont ses fragilités un petit peu sous-jacentes et quelles sont l'adversité de l'événement là qu'il est en train de traverser. Le U et le D pour urgence et dangerosité. En gros, c'est l'événement actuel. Quelle est l'urgence? Est-ce qu'il y a un scénario dans les idées suicidaires? Est-ce que ce sont des idées suicidaires passives ou actives? Hein, les idées suicidaires passives, c'est des personnes qui vont penser à la mort. Les idées suicidaires actives, c'est des personnes qui vont penser concrètement à comment se donner la mort, comment se tuer. L'urgence, donc, elle s'évalue s'il y a un scénario, c'est-à-dire que au plus un scénario est rigide et fermé et précis, au plus c'est inquiétant. Et puis, est-ce qu'il y a une alternative envisagée à ce scénario? Et la dernière catégorie, le D, la dangerosité, c'est quelle est la létalité du moyen envisagé et quel est l'accès au moyen. Donc voilà, là pour vous représenter un petit peu, hein, la crise suicidaire, c'est comme un entonnoir où au début on va penser à beaucoup de solutions
dont peut-être le suicide, la mort de manière très vague. Et puis, au fur et à mesure qu'on essaye des solutions qui ne marchent pas pour décharger la tension interne, au plus le suicide va prendre de plus en plus de place dans les pensées, jusqu'à en arriver à la cristallisation d'un scénario suicidaire, ou quand, comment, et un passage à l'acte. Et donc, au plus dans la crise suicidaire, au plus la personne, elle va être débordée, mais dans le psychotrauma, c'est pareil, au plus il faudra être proactif. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très, très tendu, très, très suicidaire, très, très débordé, on va pas lui demander, on va pas, par exemple, négocier avec lui ou lui demander est-ce que vous seriez d'accord pour ci ou pour ça. Faut le sécuriser. Et pour ça, une bonne ressource, j'en remets un petit coup, c'est le 3114. Donc le 3114, le numéro national prévention suicide, c'est un numéro qui a ouvert il y a 2 ans et demi, qui est un numéro donc de prévention du suicide qui est assuré par des professionnels de psychiatrie. C'est basé dans les SAMU. Donc nous, celui du centre 3114, donc de la zone nord, la zone de défense nord, les Hauts-de-France, on est basé sur l'île, donc on est basé au SAMU 59. Donc c'est une équipe de professionnels, de psychologues, infirmiers et psychiatres. La ligne, elle est médicalisée. Donc en fait, c'est un peu comme sur le modèle du SAMU, où au premier décroché, on a l'ARM et puis au deuxième, le médecin régulateur. Là, c'est pareil, hein. C'est psycho et infirmier en première ligne avec une présence médicale permanente. Le jour ou la nuit, il y a une garde. Donc voilà, et l'idée du 3114, c'est vraiment de pouvoir accueillir, au sens large, accueillir, écouter la souffrance des personnes, de pouvoir évaluer spécifiquement le risque suicidaire, de pouvoir faire une intervention de crise, une intervention psychothérapeutique, et de pouvoir orienter la personne en fonction des besoins. On est basé au sein des SAMU, ce qui permet de solliciter l'envoi de moyens de secours s'il y a besoin, voire même parfois la demande de géolocalisation. Encore une fois, si on est très en haut, là, ici, en termes de débordement, qui nécessite une grande proactivité de notre part. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à le solliciter, sachant que le 3114, ça... Alors, mince. C'est un numéro qui est disponible pour les personnes qui ont des idées suicidaires, mais également pour les proches qui sont inquiets, également pour les tiers, pour les professionnels de santé. Donc, on a des médecins, on a beaucoup de médecins généralistes qui nous appellent pour parfois avoir des informations. Ils nous parlent de leurs patients en disant il y a ci, il y a ça. Voilà, je suis embêtée parce que je sais pas quoi faire, je sais pas quoi demander. Alors nous, on va soit échanger avec le confrère, le guider dans son évaluation. On peut également proposer, nous, de rappeler le patient ou qui nous rappelle avec le patient. En fonction des situations, en fait, on réfléchit ensemble à une logique d'intervention. Sachant que chaque appel au 3114 fait l'objet d'un dossier médical, comme un dossier de régulation au centre 15. Et donc, ce sont des données qu'on peut récupérer. Quand, par exemple, un médecin nous appelle en disant « j'ai un patient qui vous a appelé il y a 2 jours, voilà, il m'a dit qu'il allait vous rappeler, et puis il nous donne un petit peu des informations, où nous, parfois, on est amené aussi à appeler les médecins généralistes, ou d'autres professionnels d'ailleurs, pour leur transmettre des informations qui nous semblent nécessaires. Donc voilà, c'est pas qu'un dispositif qui est destiné aux patients. Hein, c'est vraiment pour toutes les personnes impliquées dans le champ de la prévention du suicide. Donc, c'est une plateforme téléphonique, il n'y a pas de dispositif mobile, on ne part pas en SMUR. Hein, mais en même temps, c'est pas qu'une ligne téléphonique parce qu'il y a aussi tout un travail de réseau et de connaissance des ressources du territoire. L'idée, c'est vraiment ce côté un peu interface, quoi. Avec aussi le côté professionnel et valence santé mentale du dispositif, à la différence des lignes d'écoute comme SOS Amitié par exemple. Donc voilà. À la fin, je vous ai mis des ressources, notamment le lien pour un site, la F2RSM Psy, où vous rentrez la commune de votre patient et vous avez le CMP dont il dépend avec les contacts et numéros de téléphone, c'est pratique.
Pour les adolescents, il y a deux maisons des adolescents dans le coin, donc une à Boulogne, une à Calais. Donc ces maisons des adolescents, c'est des maisons pluriprofessionnelles avec éduc, psycho, pédopsychiatre, assistante sociale, orthophoniste parfois, qui proposent un accueil pour les adolescents en mal-être au sens large, et eux font des évaluations assez spécifiques et ils orientent dans le champ du sanitaire, vers des professionnels avec qui ils travaillent. Donc c'est des ressources qui sont quand même assez intéressantes et qui ne sont pas stigmatisées santé mentale. Je vous ai mis également des ressources associatives, notamment un numéro de prévention suicide pour les anglophones. Je pense que sur la côte, entre les Anglais, les migrants, enfin c'est intéressant. Et puis un numéro pour les endeuillés qui marche très bien. Le numéro de Agri-Écoute, qui est la cellule psychologique pour les agriculteurs, 24 heures sur 24. Et puis la cellule de la MSA. Un numéro de soutien pour les aidants et puis pour Alzheimer aussi. Et pour les sourds. Parce qu'on est souvent rapidement embêté avec des personnes sourdes ou malentendantes. Voilà, j'ai fini. J'ai été dans le timing. Je tiens à le saluer. Et je vous remercie de votre écoute. Et du coup, je suis disponible pour les questions. Si on a. Alors, je ne sais pas si c'était peut-être trop dense. Peut-être, Laure, expliquer en parallèle, peut-être ça laissera venir les questions, qu'on est, nous, en train de réfléchir en parallèle, tout ça, donc dans la prise en charge sinistrée. C'est en train d'être finalisé. On devrait communiquer officiellement demain ou après-demain dessus, sur la mise en place de 4 cellules physiques à destination des sinistrés, qu'on va donc adosser aux 4 centres hospitaliers d'arrondissement, donc Boulogne, Calais. Donc Calais, ce sera à Guînes. Donc, mais Boulogne, Guînes, Montreuil, donc Rang-du-Flier et Saint-Omer-Elfaux, avec une permanence par semaine pendant les 3 prochaines semaines. Donc, les premières permanences commenceraient lundi prochain, je crois que ce sera à Calais. Et donc, on va compléter aussi le dispositif avec des permanences physiques sur lesquelles on va relayer massivement la communication. Et on va compter aussi sur vous pour relayer cette communication aux éventuels sinistrés que vous auriez dans votre entourage et qui auraient besoin d'une prise en charge. Et donc ça, on va pouvoir dégainer la communication. On est en train de terminer les derniers réglages et on devrait communiquer là-dessus dans les 24-48 heures qui arrivent. Ok, ben c'était parfait. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est la 3e fois que cette formation a lieu. On l'avait eu sur la tornade à Aumont, chez nous. C'est comme ça que je suis devenu intéressé par le sujet. Et puis, il y a eu l'autre sur la tornade avec le docteur Decroix et puis vous. C'est vraiment très, très intéressant. Et puis, la progression du 3114 aussi comme numéro ressource pour les professionnels et puis pour les patients. Voilà. Alors, en effet, si vous avez des questions à poser, il ne faut pas hésiter, mais je pense que tout le monde connaît la façon dont ça fonctionne. Vous allez sur questions et vous posez votre question. On ne voit pas les questions des uns des autres, mais visiblement, notre docteur Rougeret était très attentif aux questions. Enfin, j'ai essayé de suivre. C'est l'avantage d'un double cerveau. Voilà. Cette formation sera évidemment mise en replay sur le site de l'URPS. Aude m'a confirmé qu'elle allait vous envoyer à tous les participants les slides, mais il est vrai qu'il y a pas mal d'acronymes dans les slides. Hein. Oui, ouais, bah oui. Bah oui, et c'est normal. Mais du coup, comme il y a le replay, c'est pas très grave. C'est ça. Vous avez, voilà. En tout cas, moi, puis, c'était très intéressant d'avoir aussi les raisons physiologiques de ne pas prescrire de benzo à part le one shot dans le post-trauma immédiat. Quoi. C'était très bien parce que c'était le truc qui nous interpellait nous dans le vécu post-tornade au Mans, c'est que on avait trop tendance, on savait absolument rien de ce qu'il fallait faire et voilà.
Donc c'était très intéressant. Alors, il y a des questions. Oui, donc question de Madame Feder, donc à l'attention de l'ARS, remettons également dans le contexte du Montreuilois. Dès la première inondation, vous avez fait part de nos difficultés dans la prise en charge de nos patients. La réponse de l'ARS a été aucune aide psychologique ne sera mise en place, se référer à France Victime. Donc ça fait partie aussi de l'introduction que j'ai expliqué en premier lieu. Alors, je sais pas comment le message a été perçu, mais on n'a pas dit non, aucune aide psychologique. On a simplement dit qu'il n'y aurait pas de dispositif physique mis en place spécifiquement sur site pour toutes les raisons qu'on a expliquées, et notamment la multitude de sites et de communes impactées. On n'avait simplement pas les ressources physiques. Par contre, on renvoyait vers le droit commun, on renvoyait aussi vers la ligne France Victime qui pouvait, et on l'avait calibré de manière à ce que derrière le réseau France Victime, ça soit pas une ligne vide, mais simplement aussi un lien avec les acteurs de terrain s'il y avait un besoin de prise en charge qui était détecté. Donc voilà, ça c'était, on va dire, l'option qu'on avait mise en place en novembre dans l'urgence au regard des moyens et de l'ampleur du nombre de communes et du nombre de sinistrés. Et aujourd'hui, on affine aussi le dispositif. France Victime a répondu à certaines demandes, mais absolument pas à toutes. Et donc, on affine aussi le dispositif et on revient un peu sur la proximité et dans les lieux aussi qui ont été les plus touchés. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, alors il y avait une autre question. Une autre fois peut-être quelque chose sur le diffusing débriefing. Moi, avec plaisir. Il n'y a pas de souci pour faire quelque chose sur le diffusing débriefing. Par contre, ce qui est vraiment chouette pour ces formations-là, c'est sur Arras, on fait des formations de 2 jours sur la clinique du diffusing et du débriefing, vraiment pour apprendre avec des trainings, des jeux de rôle. N'hésitez pas à venir vous incruster sur une de nos prochaines formations. Moi, je voulais vous dire en tout cas que dans le slide, il y a le numéro de téléphone de notre consultation. On est vraiment disponible pour échanger vraiment de confrère à confrère. Faut pas hésiter, quoi. Bon, on a déjà une réponse téléphonique. Alors, moi, c'est vrai que j'avais mis la question, mais on en reparlera ensemble sur la téléexpertise, qui peuvent être des flashs, des questions flash sans prendre le téléphone, quoi. Et ça peut être intéressant, mais on en reparlera dans l'organisation ultérieure. Alors là, il y a une question. Les cellules qui vont être mises en place seront accessibles directement par le patient ou adressées par le médecin généraliste? Non, il n'y aura pas d'adressage. Il n'y aura pas d'adressage, il y aura des temps de permanence. Et les personnes se présenteront spontanément, quoi. Alors, elles pourront être aussi également adressées par le médecin généraliste, mais ce ne sera pas un prérequis. Et s'il n'y a plus de questions, nous allons conclure en remerciant les participants, particulièrement le docteur Rougeret. Merci beaucoup de cette intervention. C'est toujours avec plaisir. Malheureusement, c'est bon. On la remet à l'ordre du jour à chaque fois qu'il y a une cata. Ouais. Bon. Mais à force de le mettre, je pense qu'on va avoir les messages et puis on pourra se référer au replay de référence. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Il y a encore une question. Il y a encore une question, non? Non, c'est merci beaucoup. Non, c'est merci. C'était une remarque. C'est merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Merci de couper, Aude. Oui, c'est bon. On peut conclure. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.